Bonjour et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Nous vous accueillons avec ces magnifiques images du pic du midi. Ça donne envie, sauf que j'ai un peu le vertige. Mais enfin bon, ça on va pas trop le dire. Aujourd'hui nous abordons le second sujet qui nous intéresse, à savoir le menu édition. Allez go, c'est parti. C'est mon kiki. Alors, on va faire un petit tour dans édition, on descend et... Ah, surprise, tout est grisé. On a quelques possibilités qui sont ici, qui sont en noir, mais si je clique là, vous voyez, tout est grisé, les onglets ne sont pas actifs. On ne peut strictement rien faire, et oui, parce qu'il faut une photographie. Mais avant de partir dans Fichier et d'ouvrir un cliché, on s'aperçoit qu'on a quand même pas mal de possibilités dans le menu édition. Et d'ailleurs, si on fait un petit tour dans Aide, et que l'on va dans l'aide sur Internet, je ferme le menu fichier, j'ouvre le menu édition, et bien on s'aperçoit que l'aide proposée est quand même très restreinte pour le menu édition. Après, il est vrai qu'il y a pas mal de fonctions que vous allez retrouver sous d'autres arborescences. Mais bon, toujours est-il que voilà, on n'a pas tout sur l'aide en ligne. Je vais donc, ici, on voit que tout est grisé, effectivement il faut une image, je vais donc ouvrir une image, j'ouvre un cliché luminance, on va prendre celui-ci, et on a cette magnifique photographie de NGC 891 qui apparaît. On s'aperçoit du coup que tout devient noir, on peut maintenant cliquer dessus, on voit apparaître des choses que l'on verra tranquillement au fur et à mesure de cette vidéo. Première icône, première possibilité, information en tête image, je clique dessus, j'obtiens ceci, et vous voyez donc il y a tout plein de possibilités d'informations que l'on peut obtenir. Mais on a aussi la possibilité, comme c'est noté ici, d'avoir un raccourci clavier avec CTRL-I. Je fais CTRL-I, j'obtiens exactement la même chose. Je fais annuler. Mais on a une troisième solution, d'ailleurs que je préfère, qui est de cliquer ici, où nous avons information en tête sur l'image courante. Je clique dessus, j'obtiens exactement la même chose. Sur ce panel, on voit apparaître donc plusieurs icônes. Nous avons général, prise de vue, position et lieu, historique, bref, plein de choses. Ici, nous avons les dimensions en pixels de l'image. Elle fait 3672 de hauteur, une largeur à 5496. On pourrait s'amuser à le vérifier ici, mais je crois largement le système. Nous avons ici la taille en octets de cette photographie qui fait quand même 78 mégas. Ici le nombre de bits de l'image et nous avons ici pour une image par plan. Ici nous avons la date de la prise de vue, nous avons l'horaire précis ici. Ici nous avons le temps de pause, ici nous avons des informations sur la prise de cette photographie que l'on peut copier le cas échéant. Ici nous pouvons informer le logiciel Prism sur la nature de la cible qui n'est pas renseignée et ce que l'on va faire en live. NGC 891 et c'est fait. Nous avons ici des informations sur la photographie avec un cliché en fit. Nous avons ici l'arborescence pour joindre, retrouver ce cliché. D'ailleurs, on peut cliquer ici et nous obtenons l'arborescence de cette photographie. Nous avons ici la possibilité de choisir s'il s'agit d'une image normale, je dirais des lights, ou des bias noirs, flat, ou des images spectrales. Ensuite, donc là on va se mettre au normal puisqu'il s'agit de light. Concernant la prise de vue, eh bien nous avons tout plein d'informations sur le télescope, sur le filtre utilisé, sur la caméra utilisée, des informations qui auront été enregistrées ici. On verra ça le moment venu. Pour l'instant, c'est un petit peu hors sujet. Nous avons d'ailleurs des informations sur la position du télescope, enfin plutôt du pied par rapport au télescope, et ici des informations en termes de réglage de la caméra CCD. Nous avons ici des informations sur la hauteur du soleil. Nous avons là-bas rien, l'astrométrie qui est donc très intéressante. Nous avons des commentaires, effectivement vous pouvez rajouter des choses, photographies faites par un tel observatoire, etc. Ici des informations de météo si vous avez une station météo, ce qui n'est pas le cas ici, et éventuellement des informations spectrales, mais là ça dépasse mon niveau de compétence, je n'ai pas de spectroscope. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce premier icône, qui est donc l'information en tête image. Allez, on passe à la suite. Allez, sur ce, on enchaîne. On revient sur Fichier, on ouvre une image. On va prendre une... Oui, quoique, on va prendre la première photographie, ici, en filtre B. Je l'ouvre,
J'obtiens cela. Bon, c'est sûr, c'est moins joli qu'une luminance, on est bien d'accord. Maintenant, je vais dans Édition et je vais descendre mon arborescence jusqu'à éditer l'entête fit. J'obtiens tout plein d'informations sur cette image, notamment, nous avons ici le point de rosée. Donc, je clique dessus et vous voyez que dans ce petit encart, on a la possibilité de noter des choses. Donc, je peux par exemple marquer 10%. Si j'y arrive, voilà, comme ça, 10%. Ensuite, on fait modifier et vous voyez que du coup, la modification a été incorporée dans l'image. Si ensuite je fais OK, il va me demander si je veux mettre à jour le disque. Je dis oui. Et maintenant, je retourne à nouveau sur l'entête. Je retourne en bas et vous voyez que du coup, il y a une modification de mon image. La modification ne concerne que l'image qui a été donc ouverte. Si je vais sur le deuxième cliché, bien sûr, il n'y a aucune, d'ailleurs elle est plus jolie, il n'y a aucune modification dessus. Vous voyez que, voilà, là j'ai pas mes 10%. Je la referme, je retourne sur l'image initiale, je reprends la première. Zut, on va dans Édition, Entête fit, je descends sur le bas, et voilà, j'ai mes 10%. Donc là, au départ, c'était 0. On met au point de départ. Je modifie, c'est modifié, et je fais OK. Et voilà. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là avec Prism. Allez, on revient sur Édition, et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a une petite chose assez surprenante. Nous avons édité l'entête fit qui apparaît en noir. On pourrait donc penser que cette icône est active, mais il ne l'est pas. Si je fais un clic gauche dessus, il ne se passe rien. Si maintenant, en revanche, je descends sur le petit icône ici, ouvrir l'entête de fichier fit, eh bien on s'aperçoit qu'on va faire exactement la même chose qu'ici, sauf que là il fallait une image affichée dans le logiciel Prism, et là on n'a plus besoin de l'avoir affichée. Je clique dessus, on obtient donc la même chose que lorsqu'on fait un menu ouvrir, image, on obtient la même chose. Donc là, je retourne dans Édition, je retrouve donc mon fichier, et ici, je reprends par exemple cette photographie, et je l'ouvre, et j'ai mon entête qui apparaît. Et comme on l'a vu précédemment, on peut faire des modifications, et donc l'enregistrer, ce que je ne vais pas faire. On revient sur Édition et on attaque le plus gros morceau avec l'icône annulée qui vous permet d'annuler la dernière action réalisée sur Prism, en sachant néanmoins que ça n'élimine pas toutes les actions. Certaines sont accessibles à cette manœuvre, d'autres non. Je crois qu'il s'agit d'un problème de mémoire interne au système, donc c'est fonction des ressources. Donc certaines actions pourront être annulées, mais pas toutes. Et on poursuit avec l'icône refaire. Refaire qui vous permettra de réappliquer la dernière opération à l'image actuellement active. Voilà, c'est totalement l'opposé de la fonction annuler. Allez, on continue. Sur Édition, on descend l'arborescence et on voit dupliquer l'image avec un raccourci CTRL-D. C'est grisé, ce n'est pas accessible. On comprend bien que si on veut dupliquer une image, eh bien il en faut une. On va dans Ouvrir. On ouvre une photo au hasard, que voici. Et je reviens sur le menu Édition. Et effectivement, maintenant, je peux dupliquer l'image. On obtient en fait une sorte de copier-coller, enfin c'est un double de notre image initiale. Le numéro est identique, sauf que là maintenant, il y a un numéro entre parenthèses qui est le 1. Si je le refais une deuxième fois, j'aurai le 2. Enfin bon, il n'y a rien de bien sorcier. Voilà. Donc là, j'ai le 2. Tac. Donc il s'agit d'une copie conforme. Ça peut être utile lorsqu'on travaille sur une image et que l'on veut conserver donc l'image source. Sur cette image, on peut donc faire des modifications. On peut incruster du texte, comme par exemple noter ici exemple. Et ça va apparaître en haut à droite. Et voilà. Bon, cette image n'est enregistrée nulle part, donc si on veut enregistrer notre copie modifiée, eh bien il va falloir aller dans Enregistrer sous et choisir donc son dossier de destination. Là, dans mon cas présent,
je ferme mon image, je ne veux pas la sauver, et voilà. Et maintenant, on va passer à la suite. On poursuit, on redescend le menu édition, on voit ici apparaître un menu fenêtrage, tout est grisé. Eh bien, on comprend bien que si on veut faire un fenêtrage, en fait, on veut cropper notre image, comme on pourrait le faire avec PixInsight. Donc, on va ouvrir une image, donc on peut passer par ici, comme on peut également passer par là. On choisit une image au hasard, que voici. On retourne dans édition, tout s'est activé et notamment tout le menu de fenêtrage. On a donc plusieurs possibilités. On a la possibilité de faire un crop interactif au curseur. Je clique gauche dessus et on voit apparaître une mire. Avec cette mire, quand je clique gauche dessus sur ma souris, eh bien un carré ou un rectangle en fonction de ce que l'on fait construit va apparaître. Ce carré ou ce rectangle, cette figure, représente la partie de l'image qui sera conservée, tout le reste sera concerné par le crop. Je clique gauche dessus et j'obtiens donc ceci. Pour annuler mon opération, je fais cela. Donc ça, c'est une première solution. Ensuite, on peut faire un crop par valeur. Alors le par valeur, il va falloir bien comprendre une chose. D'ailleurs, pour bien que ce soit précis, on va le faire ici. On nous propose de cropper les images en fonction de coordonnées x1, x2, y1 et y2. Il va falloir, donc j'annule pour l'instant l'opération, il va donc falloir se référer à ce qui apparaît ici, les coordonnées x et y. Donc imaginons que je veux faire un rectangle. La partie gauche sera définie par des coordonnées en x. Donc la partie gauche, ce sera noté x1, coordonnées x1. Donc, vu ce qui apparaît ici, on peut par exemple retenir des coordonnées x1 autour de 1500 par exemple. Voilà. Ensuite, concernant les coordonnées x2, ça correspond à la partie droite de ma fenêtre, eh bien on peut dire par exemple 3005. Je pense on sera par ici. Donc voilà, on aura cette image là et cette image là. Ensuite, il faut déterminer la partie basse et la partie haute. Alors pareil, là cette fois-ci on va regarder ici, mais plus exactement les coordonnées Y. Si je me mets par là, on a 1200, imaginons que je fasse 1500, bon, on serait ici. Alors pourquoi pas, ou peut-être plutôt 1000. Allez, on part de 1000. Donc là on a 1500, 1000, et là nous étions à 3005. Et ici, on part, allez, à 1500. Non, on fera 2005. Donc on a dit ici 1500, 1000, 3005 et 2005. Je clique sur édition, fenêtrage, par valeur. Alors coordonnées x1, on a dit 1500, coordonnées x2, on a dit 3500. Les coordonnées y1, on avait dit 1000 et ici pour coordonnées y2, 2500. Je clique sur OK et j'ai mon fenêtrage qui apparaît. J'annule mon option comme ceci, mon action plutôt comme ceci. Nous avons ensuite la possibilité de réaliser un fenêtrage avec une fenêtre glissante. Voyons à quoi ça correspond. On a la possibilité de construire une image de sélection, un carré ou un rectangle de sélection de largeur 2000, mais on peut aussi mettre 1500 par exemple. Et la hauteur, eh bien, on peut par exemple mettre 1000. Allez. Je clique sur OK, j'ai un rectangle qui apparaît, que je peux déplacer sur mon image, je vais centrer sur ma galaxie, et voici, dès que je fais un clic gauche, j'obtiens cela. J'annule mon action, je retourne dans édition, dans fenêtrage, et nous avons ensuite ici la possibilité de faire un fenêtrage, un crop par rapport au centre de l'image, et en général notre galaxie, en tout du moins l'objet qui nous intéresse, est centré. Donc on a cette possibilité là. Alors ceci dit, on a une petite difficulté, car là la sélection sera un carré, comme on peut le voir ici. Nous avons simplement une dimension à renseigner. Donc on peut par exemple demander un carré de 2000 pixels, et on obtient ceci, et ça a été centré sur l'image. J'annule mon action et nous avons enfin pour le fenêtrage la possibilité de fenêtrer une série d'images. Donc ça c'est bien pratique. On voit un petit peu comment ça fonctionne. On
va ici pour sélectionner donc les images qui sont concernées par le crop. Et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir déterminer les coordonnées X1 qui correspondent aux coordonnées de la partie gauche de notre image de sélection. X2 c'est la partie droite, Y1 la partie basse et la partie Y2 c'est la partie haute. Donc on va dire par exemple ici 1000, ici je crois tout à l'heure nous étions à 3500, ici nous étions à 1500. Et ici, nous allons mettre par exemple 2500. Je clique sur OK. Et nous avons ici... alors là, il y a une erreur fatale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une bêtise. On reprend. Ah bah oui, 35 000. Il y a un zéro de trop. On resélectionne nos images. Oups. Tac. Voilà, ça va mieux fonctionner normalement. Et je clique sur OK. Et on voit donc ici l'action entreprise par prisme. L'opération est terminée. Je clique OK. OK. Bon. Et maintenant, je vais ensuite ouvrir le fichier en question que je vais faire apparaître correctement. Et on voit apparaître ici, donc, alors ça ce sont mes fichiers sources, et ici ce sont les fichiers qui ont été modifiés, et on s'aperçoit que les fichiers qui ont été croppés sont en format CPA. Je clique dessus, et nous avons l'image qui apparaît ici, l'image croppée. Et toutes nos images sont sur le même principe. Voilà. Et celle-ci est un petit peu plus jolie que la précédente. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le fenêtrage, bref, sur le crop. On poursuit, on revient sur édition, on descend l'arborescence et sous fenêtrage, on voit apparaître ici miroir axe X horizontal, miroir axe Y vertical et plein d'autres possibilités, tout est grisé. On comprend bien que pour activer ces possibilités, ces actions, il nous faut une photographie. C'est ce que nous allons faire. On ouvre une photo au hasard de NGC 891 et ici observez. Alors observez deux choses. Nous avons même trois choses. Ici nous avons une certaine inclinaison de cette galaxie. Nous avons ici une étoile qui est en haut à droite et ici nous avons le Amglou qui est à droite. Je vais ensuite me rendre dans l'information en tête image. Je vais dans prise de vue et je m'aperçois que le miroir X n'est pas coché. Je retourne dans édition et maintenant tout est activé. Je peux donc cliquer sur miroir axe X, regarder le Amglou, ce qu'il va faire, ainsi que l'inclinaison de la galaxie. Et voilà, on est passé de l'autre côté. En fait, l'image s'est retournée, mais dans l'axe horizontal. Si dorénavant je vais sur le point d'information et prise de vue, je vois que le miroir X a été activé. En tout cas, il est coché. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le miroir horizontal. Allez, on poursuit. On va sur le menu édition, on descend et sous miroir axe X, nous avons miroir axe Y. Bon, c'est pas sorcier, vous doutez bien du résultat. Miroir axe X, ça entraîne un renversement de l'image selon l'axe des abscisses. Quand on va faire miroir axe Y, c'est une inversion de l'image de haut en bas. Allez, on y va. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Le Amglou est toujours à droite. Par contre, la galaxie s'est retournée dans le sens vertical. Voilà. Ce qui était en haut va passer en bas et ce qui était en bas va passer en haut. Voilà. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, si j'annule toutes mes actions comme c'est le cas ici, je vais un peu plus haut. Vous voyez ici l'étoile que nous avions un petit peu abordée tout à l'heure. Elle est en haut à droite. Si maintenant je fais donc miroir axe vertical et que je descends, on retrouve l'étoile ici. Voilà, donc c'est une possibilité d'inverser notre image. Nous avons également au niveau de l'entête d'information, nous voyons apparaître miroir Y sur ce cliché inversé. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le miroir en Y. Suit notre exploration, on va sur édition et nous avons la possibilité en dessous de miroir en X et en Y de réaliser un quart de tour dans le sens horaire.
Alors c'est important de noter que c'est dans le sens horaire. Vous voyez ici notre étoile entre guillemets de référence, ici notre ample glue et la galaxie qui est globalement horizontale. Si maintenant je clique sur quart de tour sens horaire, eh bien on retrouve notre étoile qui était en haut. On la retrouve ici. Notre galaxie est dorénavant globalement verticalisée et notre ample glue est en bas. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le quart de tour. Alors, si on revient dans édition, on descend toujours et nous avons la possibilité de réaliser une translation. Eh bien, une translation, eh bien, comme son nom l'indique, on va bouger l'image soit dans un sens, soit dans un autre. Je clique dessus. On a effectivement la possibilité de translater l'image soit selon des coordonnées X, soit selon des coordonnées Y, voire les deux, selon une règle linéaire ou une règle B-spline, je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors on s'amuse dans un premier temps avec une translation X de 1000 pixels, donc on va décaler l'image vers la droite. On lance l'application, c'est immédiat. Je retourne en arrière. Nous allons maintenant faire une translation en Y de 1000 pixels. C'est immédiat. J'annule mon action. Je retourne dans translation. Je mets 1000 en X, 1000 en Y. Et j'obtiens donc le résultat des deux. Et on voit que l'image est totalement décalée sur un côté. On perd donc forcément des données. Donc ça peut être utile éventuellement si vous voulez rajouter un texte pour une description d'une image, mais cette description se fera malheureusement au détriment de votre image. Allez, on poursuit, on retourne dans édition, on descend, l'arborescence, et on arrive sur rotation. Alors, quand on ouvre, on clique sur cette icône, ce panel apparaît avec des coordonnées en X en 2748, 836. Bien sûr, ce sont les coordonnées en pixels, en abscisse et en ordonnée. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il s'agit de la moitié des dimensions en X et en Y. Effectivement, je vous rappelle qu'on a la possibilité de voir les coordonnées X et Y de mon curseur sur l'image. Lorsque je vais à l'extrême droite de mon image, j'obtiens 5496 pixels en abscisse, et lorsque je monte, eh bien, en ordonnée, le maximum est de 3676, et lorsque l'on fait rotation, les coordonnées qui apparaissent ici, celles correspondent à la moitié des coordonnées en X et en Y de l'image, donc le centre de l'image, et donc dans le cas présent, au niveau, c'est un point qui est central au niveau de cette galaxie NGC 891. Nous avons la possibilité sur le panel de renseigner un angle de rotation. On pourrait imaginer mettre un angle de 90 degrés. On peut changer le sens de rotation, soit dans le sens horaire ou anti-horaire. Et on pourrait donc se dire, si on lance l'action à 90 degrés, une rotation de 90 degrés dans le sens horaire, que l'on obtienne la même chose qu'un quart de tour. Sauf que ce n'est pas le cas. Car je rappelle que le quart de tour, lorsqu'on le réalise, on obtient la même image qu'au point de départ, enfin qu'au départ. Ici, ce n'est pas le cas. Si je fais rotation et que je demande une rotation de 90 degrés en sens horaire, eh bien vous allez voir que mes dimensions en largeur vont se transformer donc du coup en hauteur, mais qu'elles seront limitées par la dimension en hauteur initiale. Voyons ce que ça donne. Et j'obtiens un carré. Ce carré a pour dimension la hauteur de mon image initiale. Et faut pas croire que si éventuellement je faisais une rotation anti-horaire de 90 degrés, je récupérais mon image d'origine, car ce n'est pas le cas. Vous voyez que là, il me manque tout ce côté-ci d'ailleurs qui est en noir, qui est relativement visible. Voilà. On a la possibilité, alors je vais annuler mes actions, je récupère mon image de test, et on a la possibilité de choisir
un autre point que XY, que le centre de l'image. On peut très bien choisir par exemple ce point ici, qui, alors je vais fermer, ce point ici, qui est autour de 1234 d'abscisse et d'ordonnée 1290. On peut essayer de trouver une image centrée ici, qui sera donc, si elle est centrée, on aura donc toutes ces infos ici, bien sûr, mais ici on va perdre du signal, et également sur la partie droite, on n'aura pas la totalité de la galaxie. Allez, on passe en application, je fais rotation, je change donc mes coordonnées, je mets 1234 en abscisse, en ordonnée je mets 1290, et en termes de rotation je mets 90 degrés. On se met en sens horaire, et je lance l'application. Et vous voyez que je récupère cette galaxie, cette étoile, et on voit ici un petit bout de notre galaxie initiale. Mais, et d'ailleurs, je vais en arrière, on retrouve cette étoile. Voilà. Mais je perds beaucoup de signal. Bon, voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a cette possibilité de rotation. Pour la suite de notre présentation, on réouvre une image. Nous allons dans le photo NGC, on va prendre cette première photographie qui est un fichier FIT et qui fait 78 mégas de taille. La photographie, la voici, elle apparaît à l'écran. Et on est bien d'accord que si j'ai besoin de zoomer sur cette image, eh bien je vais cliquer sur plus et je zoome dessus. Voilà, je peux zoomer, c'est génial. Sauf que lorsque je fais ça, j'agrandis la taille de mon fichier, de mon image, plutôt j'agrandis l'affichage sur mon écran, et je ne touche pas au fichier. Et effectivement, même si pour s'en convaincre, on pourrait cliquer sur, je vais l'agrandir, on va cliquer sur enregistrer sous, et puis on va l'appeler par exemple zoom, et on enregistre. J'ai fait une bêtise parce que je suis enregistré en CPA, donc on va le refaire en FIT, on enregistre, et maintenant je vais dans le répertoire source. Celui-ci on peut le virer, et nous avons donc Zoom Fit qui apparaît ici. Vous voyez, elle fait 78 mégas comme les autres photographies, c'est normal parce que j'ai juste joué sur l'affichage, on est bien d'accord. Si je vous montre ceci, c'est que tout simplement on va faire autre chose maintenant. Nous retournons donc dans édition, on descend l'arborescence et on arrive finalement sur agrandissement réduction. J'ouvre, un panel s'affiche qui me propose plusieurs choix. On a un choix en termes de facteur d'agrandissement, et puis ici on a une notion d'interpolation que l'on va juste aborder après. Le facteur d'agrandissement est un chiffre qui peut être au-dessus de 1 ou en dessous de 1. Si je fais 1, eh bien je ne change rien du tout à mon image. Si je mets par exemple 2, eh bien je vais agrandir la taille de mon image affichée. Mais pas que. Mais pas que, parce que tout simplement quand je fais ça, j'agrandis aussi la taille de l'image sur le disque dur d'un facteur 2. Si je mets 1,5, j'agrandis la taille d'affichage d'un facteur 1,5, mais également de 1,5 sur le disque dur. Exemple, je prends un facteur 2, et puis ici on va renseigner quelque chose, parce que on est bien d'accord que si on agrandit la taille de notre fichier, eh bien il va y avoir des données, des cases, des pixels qui ne seront pas renseignés. Et donc c'est là qu'intervient l'interpolation. On peut faire une interpolation linéaire ou du B-spline. Donc là, nous partons sur un agrandissement facteur 2 et en linéaire. Je fais OK, vous allez voir qu'il y a une barre de progression, il y a du calcul qui se fait, l'image s'est doublée en termes d'apparence sur écran. Et maintenant, je vais faire un clic gauche, enregistrer sous, et là, je vais l'enregistrer en x2 en format FIT. Et j'enregistre. Je reviens dans le fichier d'origine. Et nous avons ici un dossier x2 qui apparaît, qui ne fait plus 78 mégas, mais 315 mégas.
je réduis. Nous avons, alors je vais en arrière sur cette image, je récupère ma photo initiale. Et nous avons aussi la possibilité, avec agrandissement et réduction, de mettre un chiffre inférieur à 1, genre 0,5, et je lance l'action. J'obtiens une petite image, beaucoup plus petite que celle de départ, 2 fois plus petite, et qui correspond en fait à une image en binning de 2. Je peux là aussi l'enregistrer. On va mettre binning de 2. On met fit, on enregistre. Et là, on va retrouver dans le dossier d'origine, alors il l'a mis en haut, je pense, voilà, un fichier qui fait 19 mégas au lieu de 78. Voilà, donc l'action qui est proposée par Prism, par le menu édition, agrandissement, réduction, est une action autrement plus complexe que celle proposée par ces deux petits icônes d'agrandissement ou de réduction, mais qui agissent exclusivement au niveau de l'affichage. Allez, on poursuit, je réouvre une image, on va prendre celle-ci, comme d'habitude, et nous retournons dans le menu édition, et en dessous d'agrandissement réduction, nous avons cette icône homothétie. Alors l'homothétie consiste en quoi? Il s'agit d'une fonction mathématique qui prévoit l'agrandissement d'une image par rapport à un point donné, et par le biais de droites, qui vont passer par ce point de référence et chacun des points de l'image source, ce qui permet un agrandissement de cette image en gardant les mêmes proportions. Donc je vais cliquer sur homothétie et en fait on s'aperçoit que cette fonction nous permet des choses relativement similaires à la fonction précédente, mais beaucoup plus prononcées, beaucoup plus techniques, avec des possibilités d'agrandissement distincts en fonction des coordonnées en X et en Y, en abscisse et en ordonnée. Je rappelle que ici, nous avions dans l'agrandissement un seul facteur d'agrandissement qui était possible. Ici, je me répète, nous avons deux coefficients possibles à renseigner. Alors, on peut partir du principe que nous mettons ici 2 et ici 2, et je lance mon opération. Et finalement, donc, je demande au système d'agrandir mon image dans les deux dimensions X et Y par un facteur 2. Et j'obtiens donc ceci. Il n'y a pas une grande différence a priori. Bien que quand je vais en arrière, on voit qu'il y a un certain granulé au niveau de l'image, et l'image obtenue ici est beaucoup plus nette. Je vais ensuite dans Fichier, et j'enregistre mon fichier en format fit, et là on va l'appeler exemple 1, et on met 2 x 2. Voilà, ça marche mieux. Ensuite, je retourne dans Photo NGC, et je vois ici la taille de ce fichier image. Il fait 315 mégas, à comparer à l'image obtenue avec la fonction précédente, qui était totalement identique. Donc globalement, on obtient la même chose. Je retourne en arrière, je récupère ma photo initiale, et là maintenant, je retourne donc dans homothétie, et je vais modifier les choses. Ici, je vais mettre par exemple, ou plutôt je vais mettre ici un facteur 2, et je vais décider de conserver les données, de ne pas modifier d'image en ordonnée. Je laisse un coefficient 1, et ensuite je clique sur OK. Et on obtient une image qui garde les mêmes dimensions en ordonnée, mais qui voit ces informations en abscisse multipliées par 2, ce qui entraîne un étalage, un étalement entre guillemets de notre image. Je retourne en arrière, comme ceci. Voilà, j'ai récupéré ma photo source. Et on peut également procéder avec cette fonction à un binning. Je vais mettre 0,5, ici 0,5, et je lance. Et j'obtiens la même chose que précédemment.
Finalement, cette option, cette possibilité de Motesi, elle peut être utile pour ceux d'entre nous qui possèdent une caméra, peut-être d'ancienne génération, avec des photosites non pas carrés, comme c'est souvent le cas maintenant, mais rectangulaires. Effectivement, si vous avez des photosites rectangulaires, chacun de ces photosites va capter des informations qui vont être retranscrits sur votre écran d'affichage de votre ordinateur sur des pixels carrés. Donc, transformer des rectangles en carrés, c'est pas forcément tip-top en termes de qualité d'image. Ça va vraiment modifier votre image. Donc du coup, si vous voulez modifier, enfin plus exactement retrouver la qualité de l'image capturée par votre caméra avec des pixels rectangulaires, eh bien si vous connaissez par exemple les dimensions de votre photosite, si vous savez par exemple qu'il a des coordonnées en X 2 fois plus grandes que des coordonnées en Y, eh bien vous n'avez qu'à modifier l'homothétie, enfin par le biais de l'homothétie, de modifier votre image avec en X un coefficient de multiplication qui sera 2 et de conserver le coefficient à 1 pour les coordonnées Y, et ainsi vous obtiendrez l'image source, l'image à réellement capturée par votre capteur CCD ou CMOS. On poursuit, on revient sur édition, on descend et nous avons ici redimension. L'icône redimension vous permet de redimensionner, comme son nom l'indique, la photographie qui est affichée. Pour ce faire, avant de cliquer sur redimension, nous allons observer un petit peu, analyser un petit peu cette photographie. En X, nous avons, alors je vous rappelle qu'ici nous avons des coordonnées en X et en Y, et je vous demande de les regarder au fur et à mesure qu'on fait la manip. En X, nous avons des coordonnées qui atteignent 5496 pixels. En ordonnée, nous avons des chiffres qui montent jusqu'à 3669. Imaginons que je souhaite sélectionner seulement cette partie basse de l'image et par exemple d'intégrer cette étoile, qu'on soit un tout petit peu au-dessus. Je vais repérer ici les coordonnées en Y de cette étoile. Nous sommes autour de 1293. Si je suis à 1326, on est un petit peu au-dessus. Donc, on va dire que je souhaite récupérer toute l'image en dessous des coordonnées 1326. Je vais donc ensuite dans édition, je descends, redimension, X j'y touche pas, et là je vais mettre 1326. Je fais ensuite OK, et on retrouve l'étoile en question. Nous avons redimensionné la photographie comme voulu. Voilà. Allez, on continue, on revient sur édition, on descend l'arborescence. Et en dessous de redimension, nous avons détourage rectangle, soit intérieur, soit extérieur. On va cliquer sur intérieur. Nous avons une cible qui apparaît, qui nous permet donc de sélectionner une image. Et imaginons que j'ai envie d'enlever cette galaxie qui s'expose à nous. On fait un clic gauche, on sélectionne. Et on va demander à remplacer tous les pixels qui sont présents dans ce rectangle par des pixels d'une valeur de 10 000. Nous cliquons sur OK et un rectangle blanc apparaît. Voilà. Si vous regardez le nombre d'ADU ici, on voit que nous sommes autour de 10 000, le chiffre que nous avions donc demandé. Je vais en arrière, j'annule mon opération. Dorénavant, je redescends et je fais détourage rectangle, mais cette fois-ci extérieur. Je clique, je resélectionne mon image, je fais un clic gauche et je demande exactement la même chose. Cette fois-ci, c'est tout l'extérieur de cette galaxie, de cette sélection, qui va s'afficher avec un niveau d'ADU proche de 10 000. Je clique sur OK et j'ai un carré blanc qui apparaît avec, comme vous voyez ici, les ADU qui sont autour de 10 000. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette possibilité de détourage rectangle. On enchaîne, on revient sur édition, on descend, et puis nous avons ici quelque chose de bien intéressant, notamment si on doit faire un exposé ou quoi que ce soit, incruster
texte. Effectivement, ici nous avons un texte que l'on peut écrire. D'ailleurs, si on a mis une bêtise, eh bien, il y a juste à appuyer sur la croix pour l'effacer. Nous avons ici une possibilité de choisir, je dirais comme pour Word, eh bien, le type d'écriture, le type de caractère et la taille. Ensuite, également la couleur d'arrière-plan. Et puis ici, vous voyez, vous avez des sortes de raccourcis. Vous avez possibilité de cliquer sur le centre de l'image. L'information sera en plein milieu. En haut à droite, en haut à gauche. Nous avons aussi en bas à droite, en bas à gauche, centré en haut, ici, ou centré en bas, ici. Et puis nous avons même une possibilité de caractère libre. Alors on fait un exemple. Nous allons ici, par exemple, marquer Fifi. Et je vais mettre par exemple au centre de l'image. Je fais OK et nous avons Fifi qui apparaît là. Je vais en arrière, je refais la même manip, incruster texte, pardon. Je choisis par exemple cette fois-ci une position qui va être libre. Nous avons ici une position X et Y. Eh bien, cette position, il va falloir la renseigner par rapport aux informations, aux coordonnées qui vont se situer ici. Donc je ferme. Vous regardez bien les coordonnées ici. Imaginons que j'ai envie de mettre mes informations en regard de cette étoile. Eh bien, nous sommes à 3893 1200. Et je vais donc sur incruster texte. 3893. Et on a dit 1200. Et puis ici, on va marquer, on efface, et on peut marquer test. Et on va même changer un peu la taille de notre écriture, comme ceci. Et je fais OK. Et nous avons le texte qui apparaît sur l'image à l'endroit donné. Voilà. Allez, on tient le bon bout, on revient dans le menu édition, on descend un petit peu, et en dessous de incruster texte, nous avons binning. Ici, nous avons plusieurs solutions. Nous avons notamment le binning en termes de moyenne. C'est-à-dire que chaque nouveau pixel sera le résultat de la moyenne des pixels voisins. On peut également faire une médiane, auquel cas chaque nouveau pixel sera le résultat du calcul de la valeur médiane des pixels moyens. Ensuite, nous avons la possibilité de faire une somme, auquel cas chaque nouveau pixel est le résultat de la somme des pixels voisins. Voilà, donc plusieurs possibilités. Nous allons par exemple partir ici sur une moyenne. Je clique sur gauche, je peux faire une ligne 2,2 par exemple. Je fais un clic gauche et vous voyez que l'image un petit peu rétrécie au lavage. Je retourne en arrière, je fais édition, je fais binning, je fais médiane. Pareil, on peut faire un 2,2 et on obtient cette image. On peut pousser le vis un peu plus loin, par exemple en faisant un binning 3,3. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà, vous avez la possibilité donc de transformer une photo en binning 1,1, en binning 2,2, binning 3,3 ou en binning de ce que vous voudrez. Alors, nous revenons sur édition, on descend, nous avons ensuite la possibilité de convertir notre image, soit de réel vers entier, soit d'entier vers réel. Alors, ceci nous amène à parler d'autre chose, parce que de quoi parle-t-on? En fait, on parle d'images qui sont soit au format entier, soit d'images qui sont en réel, donc en fait avec des virgules flottantes. Alors, quand il s'agit d'images au format entier, ce sont des images avec, pour chaque pixel de l'image, 2 bits d'information, soit pour une image CCD, des informations, des valeurs comprises entre 0 et 32 767. Donc, c'est pas extensible et vous n'avez pas tant que ça de nuances. L'avantage en revanche, c'est que ce type de fichier prend moins de place et prend moins de ressources au niveau de votre ordinateur. L'inconvénient, c'est que si vous faites
un nombre assez important d'images, de traitements d'images, pardon, eh bien vous allez potentiellement vous retrouver avec des valeurs négatives, ce qui va entraîner une perte d'informations, ou également pour des images saturées, quand cela dépasse 32 767, eh bien vous risquez d'avoir aussi des difficultés, une image qui sera donc moins bonne. L'autre solution, c'est d'utiliser une image à virgule flottante, auquel cas pour chaque pixel de votre image, vous aurez 4 octets de solution. Ça permet d'augmenter considérablement la plage dynamique de votre image, et puis ça permet de s'affranchir de difficultés en cas d'image saturée ou lors du traitement ou du pré-traitement. En revanche, l'inconvénient, c'est que ça demande plus de ressources et plus de place éventuellement sur votre ordinateur. En sachant que les formats CPA et FIT, qui sont, je dirais, natifs de Prism, sont en virgule flottante. Bon, je dirais qu'à une époque où les ordinateurs avaient un peu plus de difficultés en termes de calcul ou de mémoire vive, peut-être qu'il était plus utile d'utiliser des images au format entier. Dorénavant, ce n'est plus licite et il vaut mieux, me semble-t-il, favoriser des images à virgule flottante. Voilà. On poursuit et on finalise. Je reviens dans Ouvrir, je prends mon premier cliché. On voit qu'il s'agit de NGC 891 en bleu, cliché numéro 1, la taille en fit 78 mégas, presque 79. Je l'ouvre. Je reviens ensuite ici sur l'information en tête, prise de vue, et je m'aperçois que cette photographie a une dynamique de 16 bits. Maintenant, je reviens dans édition et je descends. Et nous avons la possibilité de copier cette image. Mais remarquez, on peut la copier mais en 8 bits. Je copie et puis je vais faire un coller. La photographie apparaît ici, on a l'impression que c'est la même chose. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer dans le fichier, pas en CPA mais en FIT, pour pouvoir comparer. Et puis on va l'appeler par exemple clipboard. J'enregistre. Je reviens dans Ouvrir image. Et là maintenant, on a une mauvaise surprise. En tout cas, il faut le savoir. C'est que clipboard, on a l'impression que c'est un copier-coller, que c'est la même chose, a une taille bien plus importante. On est à 118 mégas. Alors, ce n'est pas un enfin, si c'est un copier-coller, mais en tout cas, ce n'est pas un duplicata, ce n'est pas une copie conforme de l'image initiale. Car effectivement, je vous rappelle que si on fait une copie conforme, on va ici, on fait dupliquer l'image. Et là, cette fois-ci, si cette image, je l'enregistre, et on va l'appeler copie, et on la met en fit, que j'enregistre, eh bien on va retrouver la même chose que le fichier initial. Voilà, la copie, 78 mégas, l'original, 78. Donc sachez que quand vous, ça on va le fermer, quand vous procédez à copier-coller, eh bien vous allez faire certes un copier-coller qui ressemble à un duplicata ou une copie conforme de l'image initiale, mais en fait ce n'est pas vrai. Donc voilà, sachez qu'il y a cette possibilité là et que vous risquez de vous retrouver avec un fichier de bien plus grosse taille sur votre disque dur. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce menu édition. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un petit peu entre guillemets pénible parce que nous décortiquons chaque icône entre guillemets, ce n'est pas très pratique, mais ça permet de mieux aussi appréhender le système de Prism, car vous voyez il y a tout plein de fonctions, des fonctions qui n'existent pas, me semble-t-il, dans d'autres logiciels tels que Nina. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. On a aussi des redondances, puisque certaines possibilités vont se retrouver ici. Enfin, on a le point information qu'on peut retrouver un peu partout, ou l'enregistrer ou ouvrir. On a certaines redondances, mais néanmoins c'est un logiciel qui est extrêmement complexe. Et très honnêtement, là je découvre plein de choses en faisant cette vidéo. Bon, donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on abordera la carte du ciel et a priori ce sera plus simple.
Bon, je dis a priori, parce que je crois qu'il y a encore pas mal de choses à dire et à découvrir. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Lâchez des pouces bleus, lâchez des commentaires, et puis abonnez-vous. Et puis encouragez-nous à poursuivre, car je vous avouerai que faire des vidéos aussi complexes, même si c'est passionnant, avec si peu d'abonnés, faut en vouloir. Alors, merci de nous booster. Allez, à plus.